De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? J'ai déjà fait une vidéo qui s'intitulait « Le sens de la vie ». Cette vidéo-ci va être en quelque sorte une suite. Le sens de la vie, suite. Je suis à peu près au même endroit. Je ne suis pas sûr exactement, mais c'est à peu près le même endroit. La première fois, c'était au cœur de l'été et je traversais une période assez difficile. Maintenant, nous sommes en plein hiver et on dirait que tout coule dans ma vie. Ça va être un des thèmes de cette vidéo. Laisser les choses couler. C'est pour ça que j'ai choisi de faire la vidéo près d'une chute, une petite chute. J'espère que ça ne va pas trop troubler le son. J'ai fait un test avant. Moi, j'entendais très bien. On va regarder un peu où on se trouve. Je suis près de chez ma grand-mère ici. Je suis en visite pour le temps des fêtes. Je me suis dit, je vais faire une suite à la vidéo « Le sens de la vie ». Donc, ce n'est pas une vidéo de reconditionnement de la douleur étroit. Si vous êtes intéressé seulement par le reconditionnement de la douleur, peut-être sautez cette vidéo. Elle n'est pas pour vous. Ça va être plus philosophique. Mais peut-être que même ça fait partie du processus, justement. Je ne suis pas sûr, c'est ça. On va explorer des choses dont je ne suis pas sûr, des questions que je me pose. D'habitude, j'aime parler de choses dont je suis certain, de ma propre expérience. On va explorer ça. Le reconditionnement de la douleur étroite. Ça, j'en suis certain. Ça fonctionne, c'est scientifique. Mais nous allons explorer des choses qui vont un peu plus loin et dont je ne suis pas du tout certain. Moi, ça va être très expérimental. Il va y avoir beaucoup de bémols. Préparez-vous à avoir beaucoup de bémols. Mais si vous vous sentez aventureux, nous allons explorer des thèmes ensemble. La dernière fois que j'ai fait la vidéo « Le sens de la vie », c'était difficile. Je résistais beaucoup. J'essayais de faire une expansion de ma fenêtre de tolérance. J'ai augmenté grandement mes activités. Il y a eu une réaction, de l'anxiété. Et là, j'ai résisté. Je me suis tendu contre l'anxiété au lieu de la laisser couler. Il faut laisser les choses couler. Et là, en ce moment, il y a des saisons comme ça dans notre vie. Souvent, c'est l'été qui est représenté comme la saison qui coule. Et là, l'hiver se solidifie. Mais là, dans mon cas, c'est le contraire. Cet été, j'étais très tendu. Il y avait beaucoup de résistance. Et là, c'est l'hiver et tout coule. On dirait que tout s'aligne. Il y a plein de coïncidences dans ma vie. Ce que Jung appellerait des synchronicités. Jeudi, j'étais à un meeting de thérapie de groupe avec des gens qui sont, je vais utiliser le terme anglais, en recovery. Et eux, c'est pour souvent la drogue et l'alcool, entre autres. Mais ils parlaient du processus. Et j'ai eu vraiment un moment très intense où j'écoutais leur conversation et pendant plus de 5 minutes, peut-être pas 10 minutes, mais pendant 7 minutes au moins, on aurait pu jurer, si je pouvais extraire les 7 minutes comme ça de leur contexte, qu'ils parlaient du rétablissement de la douleur chronique, ou peut-être même plus spécifiquement de la fatigue chronique. Je n'en revenais pas comme ça pendant 7 minutes. Je me disais, non, ils vont dire quelque chose qui trahit, qu'ils sont en train de parler du rétablissement de la drogue, de l'alcool, de substances. Pendant 7 minutes, j'aurais pu jurer qu'ils parlaient de Chronic Fatigue Syndrome Recovery. Incroyable. Tout ce qu'ils disaient s'appliquait. Et là, à un moment donné, évidemment, ça s'est trahi. Un terme a émergé et là, on a dit, oh non, OK, ils parlent de drug recovery, de alcohol recovery, pas de chronic fatigue syndrome recovery, non pas de chronic pain recovery. Désolé, c'est en anglais. Le rétablissement. Mais je vais me servir beaucoup du mot recovery.
Et là, il parlait d'une expression qui circule beaucoup dans le monde des alcooliques anonymes, narcotiques anonymes. Ils appelaient ça un God shot. C'est un petit clin d'œil de l'univers, une synchronicité, comme on pourrait l'appeler. C'est un thème qui a vraiment émergé dans la session. Il y avait quelqu'un qui n'était pas là. Lui, il vit à Drummondville et c'est à Montréal, il fait 1h30 de voiture pour venir au groupe. 1h30 de voiture. Mais il n'était pas là jeudi. Et là, le thérapeute a dit, tu devrais essayer de rejoindre les autres membres du groupe. Et donc, il m'a envoyé un texte pour la première fois, alors que je me dirigeais vers Québec ici, et que j'étais très près de sa ville. Il m'envoie un texte, il dit « Je passe comme ça à travers ta ville, où nous arrêtons presque à chaque fois pour manger. Rencontrons-nous. » Quelle coïncidence! Ma vie est pleine de coïncidences, comme ça on dirait ces temps-ci. Il y a quelqu'un qui m'a rejoint à travers la chaîne. Elle me parle d'un rendez-vous à l'hôpital. Je dis, j'habite à côté de cet hôpital. Elle m'a dit, ben moi aussi. Elle m'envoie une photo de sa fenêtre. C'est mon immeuble. Je lui envoie une photo de moi devant ma fenêtre. C'est son immeuble. Ce n'est pas un immeuble au loin, là. C'est quelqu'un qui m'a rejoint, qui habite dans l'immeuble à côté de chez moi. Quelles sont les chances? Ce n'est pas comme s'il y a des douzaines de personnes qui me rejoignent chaque mois. Il n'y a pas tant de monde que ça qui me rejoignent. C'est souvent de l'Europe, de la France, la Belgique. Des fois, c'est le Québec. Une fois, c'était Montréal, mais l'immeuble à côté de chez nous. Quelles sont les chances? Est-ce que ce n'est qu'une coïncidence? On va explorer ça dans cette vidéo. Cette personne-là traverse une période difficile. La dernière fois qu'on a échangé, elle a dit « J'ai tellement mal, c'est tellement inquiétant, je ne sors plus de chez moi. » C'est de l'agoraphobie, elle ne sort plus de chez elle. C'est pathétique. Elle me dit « C'est pathétique. » J'ai dit « Ce n'est pas pathétique, j'ai déjà été là, je ne sortais plus de chez moi. » L'autocompassion est une grosse partie du processus. Une grosse partie. Je me suis joint également à un groupe de douleurs chroniques, ça c'est en personne. Et j'ai commencé à parler avec quelqu'un dans ce groupe qui, elle, s'est guérie d'une maladie incurable. C'est ça qu'ils lui ont dit. Moi, j'ai été diagnostiqué de fibromyalgie. Je ne considère pas que la fibromyalgie est un vrai diagnostic. C'est un diagnostic d'exclusion. Il n'y a pas de machine qui bip, qui dit « Oui, tu as la fibromyalgie ». Je ne considère pas que c'est un vrai diagnostic, mais elle a été diagnostiquée du syndrome d'activation mastocytaire. Et ils lui ont dit « C'est incurable ». Et j'ai commencé à regarder sur Internet et tout comme la fibromyalgie, le premier message qu'on reçoit en commençant nos recherches, c'est que c'est incurable. Incurable. Et là, elle a réussi à se guérir de ça. Et j'ai commencé à parler avec elle, on se rencontre fréquemment. J'ai parlé maintenant des heures et des heures avec elle. J'explore tout ça. Et c'est des conversations difficiles pour moi. Parce qu'elle me parle de son processus et ça ressemble au mien, mais vraiment à un autre niveau. Moi, comme vous le savez, dans mon rétablissement, j'ai regardé beaucoup d'histoires de succès de gens qui ont éliminé leurs symptômes neuroplastiques. Il n'y a absolument rien de miraculeux là-dedans. C'est tout à fait explicable scientifiquement. J'ai recircuité mon cerveau. Les symptômes étaient neuroplastiques, j'ai recircuité mon cerveau. Pour moi, ce n'est pas mystique, ce n'est pas super naturel, métaphysique ou quoi que ce soit comme ça. Très explicable maintenant avec la neuroscience moderne. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une rémission spontanée. Mais certaines personnes, lorsque je leur parle de mon processus,
c'est un peu comme ça qu'ils se sentent. Je sais, vous me l'avez dit fréquemment. J'ai de la difficulté à croire. Ça me semble trop beau pour être vrai. Et j'ai de la difficulté à me mettre dans vos souliers parce que pour moi, c'est tellement évident maintenant. Mais là, j'ai eu cette expérience avec cette personne où je peux me mettre à votre place. Je peux me mettre dans vos souliers. Elle me parle de son processus et j'ai beaucoup de difficultés à croire. Elle s'est exposée à beaucoup d'histoires de rémission spontanée, ce qu'on pourrait appeler de nos jours des miracles. C'est pas encore très bien expliqué par la science. Et je sais comment vous vous sentez. Je me sens de la même manière. Elle m'a parlé entre autres de Anita Moorjani. Et j'avais déjà entendu parler d'elle parce qu'elle avait fait un interview avec Stephen Ray Ozanich, dont je vous parle fréquemment. Et donc, il y avait un petit peu un pont entre nos mondes, comme ça. Elle me parle d'histoires comme ça. Qui est Anita Moorjani? C'est quelqu'un qui était aux abords de la mort. Elle était morte. Elle est morte. Elle avait des cancers. Elle a eu une expérience de mort imminente. Et lorsqu'elle est revenue à la vie, elle a eu ce qu'on pourrait appeler une rémission spontanée. J'ai lu là-dessus, il y a des avis différents selon les docteurs. C'est complexe. Mais elle me parle de choses comme ça. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés à croire ça. D'ailleurs, ma voisine, elle me parle souvent des expériences de mort imminente. Elle est fascinée par ça. Elle me fait souvent regarder des documentaires. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas encore d'opinion là-dessus. Ça, je vous ai dit, c'est une vidéo, on explore des questions. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je suis ouvert. Ça semble être une expérience que beaucoup de gens partagent. C'est assez similaire lorsqu'ils meurent. C'est intéressant. Et donc, elle me parle, c'est ça, de cette personne, Anita Moorjani. Et moi, je me sens un peu comme vous. C'est ça, j'ai de la difficulté à croire à ces choses-là. C'est sûr. Mais elle me dit, je me suis exposé à des histoires comme ça pour guérir mon syndrome d'activation mastocytaire. Je voyais un peu Stephen Ray Ozanich comme un pont entre nos deux mondes. Parce que moi, je trouve personnellement que Stephen Ray Ozanich va un peu trop loin. C'est lui qui va le plus loin dans le monde TMS, dans sa définition du TMS, de où, jusqu'où ça va le TMS. J'avais l'impression que aussi loin que Stephen Ray Ozanich va, c'est lui qui va le plus loin, je crois, dans tout ce que je vous parle, dans sa définition de TMS. Rejoignez un peu son monde vers l'arrière, si vous voyez ce que je veux dire. Le plus loin que je pouvais me rendre, elle, c'est un peu l'arrière de son monde. Elle me parle de choses dont j'ai beaucoup de difficultés à appréhender comment ça pourrait être vrai et tout ça. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est comme ça que je vous en parle. J'espère que vous le réalisez. J'explore. Je ne vous dis pas que c'est vrai. Je ne vous dis pas que ce n'est pas vrai. Je vous parle de ma vie en ce moment. D'ailleurs, ma voisine est en plein reconditionnement de la douleur, simplement par exposition avec moi. Elle avait plein de symptômes qui sont clairement neuroplastiques. Clairement neuroplastiques. Et là, elle m'a vu à mon pire. Elle sait comment je suis maintenant. Et là, par simple exposition, elle est en train de reconditionner sa douleur. C'est intéressant. Elle me parle de ses expériences et elle avait des migraines, des maux de dos, psoriasis. Là, récemment, elle est allée au cinéma avec une de ses voisines et la voisine voulait s'asseoir en avant. Et avant, elle aurait dit non, ça va me donner des maux de tête, la lumière, le son. Ah! Elle voulait s'asseoir en arrière, la voisine a insisté. Et là, à cause de nos conversations, elle s'est dit non, je vais m'asseoir en avant, c'est ça. Je vais arrêter d'accommoder les symptômes. Je vais être correct, je suis correct. Et elle a été correcte. Et des fois même, je vais chez elle, maintenant, il y a de la musique. Il y a de la musique maintenant chez toi? Elle dit oui, avant, la musique, elle n'aimait pas ça. Ça l'agressait maintenant. Je rentre chez elle, il y a de la musique comme ça qui joue. Elle est en train de reconditionner sa douleur. Donc, elle n'a pas de difficulté. J'ai envoyé la vidéo. Je pourrais la mettre dans les notes de description. Elle n'a pas de difficulté du tout avec cette conversation entre Stephen Ray Ozanich et Anita Moorjani. Moi, je vous la mets comme ça avec un bémol. J'ai de la difficulté avec ça. Je sais comment vous vous sentez. Mais moi, ce que je vous dis, c'est ça, c'est que
Le reconditionnement de la douleur, ce n'est pas ça. Peut-être que ce qu'on appelle des rémissions spontanées, peut-être que ce qu'on appelle des miracles en ce moment, un jour, ça va être très facile à expliquer avec la science, peut-être. Je ne crois pas qu'on en est là en ce moment. C'est intéressant. Mais le reconditionnement de la douleur, ce n'est pas ça. Il n'y a pas rien de miraculeux. Ce n'est pas spontané. J'ai recircuité mon cerveau. J'ai reconfiguré mon cerveau. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une nouvelle chaîne. Hein, ça s'appelle justement Chronic Fatigue Syndrome Recovery. Et là, j'ai dit, ah oui, c'est la chaîne de Junior Kai dont j'ai parlé récemment. J'ai commencé à explorer leur chaîne. J'ai envoyé une vidéo à cette personne qui a guéri son syndrome d'activation mastocytaire. Parce que je me suis dit, tu vas te reconnaître, je crois, dans cette vidéo. Moi, je la reconnaissais. Il expliquait une partie cruciale du processus. Elle est sortie du trou. Elle était dans un trou, comme tous les gens sur cette chaîne, comme moi je l'ai déjà été. Eux, ils parlent d'un triangle inversé, où lorsqu'on est à la pointe, on est dans le rouge. Et là, il y a l'orange. Il y a le jaune, il y a le vert. Elle a déjà été dans la pointe du triangle rouge, tout comme moi. On ne sort plus du lit. Aller aux toilettes est un énorme défi. Et là, elle est guérie, elle s'est sortie du trou. Mais elle semble un peu coincée à la moitié du processus. Sur cette chaîne, Chronic Fatigue Syndrome Recovery, dont je vais parler de plus en plus, je crois, il disait, c'est ça, il y a au début du processus un aimant qui nous pousse. Dans la vie, soit qu'on se sauve de quelque chose, on est attiré par quelque chose. Et au début du processus, il y a comme un aimant qui nous pousse. Hein, on se sauve des symptômes, on se sauve de la douleur, on sort du trou. C'est comme un aimant qui nous pousse. Mais cet aimant-là peut seulement nous amener à la moitié du chemin. J'ai déjà parlé de ça dans des vidéos où je dis, c'est une expression québécoise, je m'ennuie de ma douleur, mais en français de France, on dirait « ma douleur me manque ». Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je me dis « ma douleur me manque ». Pourquoi? Parce que c'était mon aimant qui me propulsait hors du trou. Je me sauve des symptômes. Mais ça peut seulement nous amener à la moitié du chemin. Rendu à la moitié, il faut qu'un autre aimant intervienne. C'est l'autre aimant qui nous attire. Vers quoi? Vers ce que l'on veut. Elle semble un peu, c'est ça, à mi-chemin. Elle est sortie du trou, mais elle est encore en hyper-vigilance. Elle n'a pas l'air d'avoir des buts très établis, mais elle commence un processus d'écriture. Donc ça on se rejoint beaucoup. Hein. Moi, j'ai fait lire mes textes. J'ai fait lire mes textes, si vous vous rappelez de la vidéo « L'envers du décor ». J'avais déjà fait lire à quelqu'un qui m'avait dit que je n'écrivais pas avec mon cœur et j'avais été extrêmement blessé. Oh, j'avais mal réagi. Hein? Je n'avais pas senti. Je viens de mieux en mieux, je le sens maintenant. Je crois que je réagirais beaucoup mieux aujourd'hui à quelqu'un qui me dit « Tu n'écris pas avec ton cœur ». Mais elle disait qu'elle avait beaucoup apprécié le texte que j'avais écrit. On s'est échangé des textes. Et donc, c'est là qu'elle me semblait, à cette partie du processus où elle est sortie du trou, comme ça, de l'aimant qui la pousse, mais n'a pas encore tout à fait accès à cet aimant qui nous attire vers quoi? Vers nos buts, nos objectifs. Et là, c'est pour ça que cette vidéo est un peu plus philosophique, parce que c'est ce qu'ils nous disent sur la chaîne Chronic Fatigue Syndrome Recovery. Il y a des saisons dans le rétablissement, dans le recovery. Et ce qu'on dit aux gens au début, ce n'est pas ce qu'on leur dit à la fin. Au début, ils leur disent c'est une erreur du cerveau. C'est en anglais, ils leur disent c'est un glitch. C'est une erreur du cerveau. Mais là, plus ça avance, plus ils leur disent non, c'est des messages de ton être profond. Hein? Et là, j'ai écouté une histoire de succès sur leur chaîne et la personne disait, c'est ça, à la fin du processus, les conversations deviennent carrément philosophiques. Qui suis-je? Que veux-je? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Et on n'a pas le choix un peu de passer par là à travers le processus parce que ça fait tellement longtemps, ceux qui ont été longtemps en douleur chronique, ça devient notre identité. Et au début, on est extrêmement naïf. On dit, je veux juste on est nostalgique, je veux retrouver ma personnalité d'avant. Et de plus en plus, les gens réalisent, c'est ma personnalité d'avant qui m'a amené dans ce trou. Ça, c'est la version 1.0 de moi. Et là, il faut que je me réinvente. Il faut que je trouve une version 2.0 de moi-même. Si je veux justement aller au-delà de la moitié du chemin. Qu'est-ce que je veux?
Et c'est très difficile, ce processus. Hein? On parle souvent du phénix qui renaît de ses cendres. Il faut se réinventer. C'est vraiment un thème qui revient souvent, se réinventer. Et ça, c'est un thème que j'explore très peu. Hein? Les gens, par exemple, qui sont pris dans un emploi qui ne leur plaît plus, à quel point il faut réinventer sa vie. Ça peut créer beaucoup de frustration, ça, de ne pas être aligné avec nos valeurs. Raylan Eagle, elle, qui a une chaîne aussi de fatigue chronique, elle en parle. Elle dit, avant, moi, je faisais de la régulation. J'avais des techniques comme la respiration pour me réguler. Mais j'essayais de me réguler dans une vie que je n'appréciais plus. Je détestais mon travail. Et là, je sortais d'un appel conférence. Et là, j'essayais de me réguler avec ma respiration. Mais j'essayais de réguler une vie qui n'était pas alignée avec moi-même, avec mon moi profond, avec mes valeurs. Donc, tout ça est extrêmement fascinant. J'espère que ça vous fascine. L'histoire de succès que je viens d'écouter, le gars a dit, oui, j'étais beaucoup tendu, j'étais beaucoup en mode défense, j'étais beaucoup en peur. Là, j'ai appris à laisser les choses couler. Hein? Laisser les choses couler. Et là, je renais de mes cendres. Ce n'est pas le vieux moi que je retrouve, c'est un nouveau moi. Il y a plein de coïncidences, il y a plein de synchronicités. Je me trouve des nouvelles passions. Je réalise que j'ai toujours voulu faire de la musique, j'ai toujours voulu chanter. J'ai appris la guitare et j'ai commencé à aller à des open mic comme ça. Et là, je me suis pratiqué. C'était très stressant au début. Hein? Je parle beaucoup d'anxiété. Moi, de plus en plus, je vous dis, n'appelez pas ça de l'anxiété, appelez ça du trac. Vous vous challengez. Et là, lui, il expliquait qu'il a eu le trac beaucoup au début quand il a commencé à vouloir chanter devant un public. Et là, de plus en plus, il gère de mieux en mieux le trac, l'anxiété de performance. Et là, il va enregistrer un album. Et à cause de toutes ces conditions comme ça, il a dû refuser une promotion à son travail. Et là, finalement, il a réussi à obtenir un emploi qu'il aime encore plus. Encore plus. Et il réalise que c'était une bénédiction pour lui. Traverser cette épreuve difficile. Il est beaucoup moins en mode tension, en mode résistance. Il a appris à se réguler émotionnellement. Pas dans une vie qui ne lui plaît plus, mais se réguler émotionnellement dans une vie qui lui plaît de plus en plus, où il est de plus en plus aligné avec ses propres valeurs. Et c'est ça la beauté du processus. Bon, moi, c'est là que j'en suis. La dernière fois que j'ai fait cette vidéo, Le sens de la vie, c'était très difficile. Je résistais à l'anxiété. Je n'en voulais pas. Et là, j'ai appris à la laisser couler à travers moi. J'ai augmenté ma fenêtre de tolérance. Eux, ils en parlent beaucoup sur cette chaîne-là. Je vais en parler de plus en plus. Eux, c'est vraiment comme Tanner Merton. Hein? C'est agrandir la fenêtre peu à peu. Il ne faut pas y aller trop vite. Il ne faut pas en faire trop, mais il ne faut pas en faire trop peu. On peut devenir dans un mode où on se repose un peu trop. Au début, c'est bien le repos. Hein? Quand on est dans le triangle, la pointe du triangle rouge, on s'en va vers le orange. Il y a un aspect repos. Il y a un aspect, il ne faut pas trop pousser. On pousse juste assez pour être inconfortable. Et là, on se repose juste assez pour que ça ne soit pas trop intense, les symptômes, mais il ne faut pas devenir confortable. Dès qu'on commence, on est encore inconfortable, mais c'est gérable. Oh, on revient. C'est comme ça, eux. Hein? C'est beaucoup comme ça que j'étais au début, moi, avec Alan Gordon, Tanner Merton. Mais une fois que j'ai frappé la moitié de leur triangle, que j'ai commencé à aller dans le jaune, moi, j'ai vraiment arrêté cette approche graduelle, lente. Et là, j'ai mis leur triangle aux poubelles et j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça, c'est vraiment l'approche Stephen Ray Ozanich, l'approche plus Sarno-esque. Vous êtes déjà correct. Retournez à l'activité physique complète. Il n'y a aucun problème. Hein? Sarno, lui, ne parlait pas de régulation émotionnelle. Il disait, il faut que vous sentez vos émotions réprimées. Mais il ne parlait pas de la
de la théorie polyvagale, hein, de tout ça. Comme tous ces gens en parlent maintenant. Donc oui, je suis dans une saison très différente de ma vie en ce moment. Tout semblait difficile cet été, il y avait beaucoup de résistance. On dirait que rien s'alignait des fois. Hein? On prend les mauvais autobus, des fois je m'accroche au mur, je vais dans la mauvaise direction. Il n'y a rien qui coule, il n'y a rien qui est facile. Et là, tout d'un coup, on s'ouvre à la vie, on arrête d'être en résistance, en mode tension, on se laisse couler, on se laisse aller. Et là, on dirait que tout va de soi. Tout s'aligne. Il y a plein de synchronicités. On peut appeler ça des coïncidences, si on veut. On dirait des petits clins d'œil de l'univers. Peut-être qu'on anthropomorphise. Je sais pas. Donc, si, tout comme ma voisine, vous n'avez pas de difficulté avec l'aspect spirituel, je vous conseille cette vidéo de Stephen Ray Ozanich que je vais mettre dans la description. Parce que, comme j'ai entendu dans une histoire de succès récemment, si vous avez une spiritualité, servez-vous-en. Servez-vous-en. Ceux qui ont déjà une spiritualité, ça peut être très utile pour vous dans le processus. Maintenant, je veux être clair, ceux qui n'ont pas de spiritualité, vous pouvez éliminer les symptômes neuroplastiques sans problème. Sans problème. Dan Buglio en parle fréquemment. Lui, pendant son rétablissement, il n'était pas spirituel. Donc, il dit, on n'a pas besoin de ça parce que je l'ai fait sans spiritualité. Il dit que depuis, il a développé une certaine spiritualité, mais il n'en parle pas parce que c'est une grosse chaîne avec beaucoup de gens et il ne veut pas que les gens trébuchent, s'enfargent sur comment toi appelles-tu l'énergie du grand tout, Jéhovah, Allah, Dieu, peu importe. Hein? On ne va pas se perdre là-dedans. Donc, Dan, très prudent, il n'en parle pas. C'est sage. C'est ça mon message pour vous. Vous n'avez pas besoin de la spiritualité. Mais si vous en avez une, ça peut être très utile, ça peut accélérer le processus. Les gens qui sont spirituels, en général, ont moins tendance à sombrer dans le désespoir. Ils ont plus de facilité à croire que l'univers, peu importe comment on va appeler ça, le grand tout, veut leur bien. Et donc, si c'est vous, peut-être que ces vidéos vont vous interpeller, mais sinon, si vous trouvez que ça va trop loin, ne vous dites pas que je suis un fou. C'est ça que j'ai dit dès le début de la vidéo. On explore des choses dont je ne suis pas sûr du tout. C'est un questionnement. Mais les gens me demandent souvent, comment as-tu fait pour reconditionner tes symptômes si rapidement? Je leur dis, j'ai l'esprit très ouvert. J'essaie de ne pas avoir d'idées préconçues. Souvent, je dis aux gens, si vos symptômes sont chroniques, est-ce que vos opinions sont chroniques? Est-ce que vos idées sont chroniques? J'ai une grande facilité, comparé à l'individu moyen, à changer mes idées rapidement. Donc, tout ce dont je parle dans cette vidéo, je ne suis pas certain. C'est des questions, c'est un questionnement philosophique, peut-être même spirituel, sur la vie. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous n'avez pas besoin d'embarquer là-dedans pour faire le reconditionnement de la douleur étroit. Mais je voulais en parler dans cette vidéo numéro 2 sur le sens de la vie. J'espère qu'elle a été utile. Je vais parler de plus en plus de Chronic Fatigue Syndrome Recovery. Cette chaîne est très intéressante, beaucoup de pistes. Je vais en parler dans des vidéos plus rationnelles, terre à terre. Hein? Où je vais être sûr de ce dont je parle, dans le reprogrammer le cerveau, recircuiter le cerveau. Je suis d'accord avec presque tout ce qu'ils disent. Eux sont un peu plus graduels que moi. Moi, je vous dis, oui, graduel au début. Quand on est dans la pointe du triangle et que là qu'on sort, graduel, mais là, un moment donné, c'est vrai, au début, j'étais très graduel, moi. Tanner Murtaugh, Alan Gordon. Il faut rester dans la fenêtre, il ne faut pas aller vers les 8, les 9, c'est trop. Mais une fois que je suis allé dans le jaune, à la moitié du triangle, hop, on jette le triangle aux poubelles, on fait qu'est-ce qu'on veut, vous êtes correct. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser votre corps comme vous voulez. Donc, une petite vidéo d'une demi-heure
sur le sens de la vie. Peut-être qu'il va y avoir une version numéro 3 l'été prochain. Qui sait où les choses vont en être? Si je peux m'ouvrir, si je peux laisser les choses couler, justement. Sur la chaîne Chronic Fatigue Syndrome Recovery, ils font comme Dr. You. Ils font des fois des histoires de succès plus d'une fois avec une personne. Ils font une première histoire de succès. Et là, 1 an plus tard, ils font un suivi. Ils font une autre histoire de succès. Et là, wow, les gens sont ailleurs complètement. À un autre niveau. C'est vraiment intéressant. Et ils le disent tous, c'était une bénédiction pour eux de traverser cette période difficile. C'est ça qui leur a permis de changer, d'être comme un phénix qui renaît de ses cendres. Et ils ne retourneraient jamais à leur vieille personnalité, le E 1.0. Ils se sont réinventés. Au début, ils ont été repoussés comme ça par l'aimant qui leur faisait sortir du trou, de la pointe du triangle. Et là, ils ont trouvé un autre aimant qui les attirait vers leur but, leurs objectifs, plus alignés qu'avant avec leur vrai moi. Donc, j'espère que ça peut vous aider. Voir où vous en êtes là-dedans. Si vous êtes encore dans l'aimant qui vous repousse hors du trou, ou si vous êtes un peu bloqué, peut-être changer d'aimant vers celui qui vous attire vers votre vrai moi, qui est plus aligné avec vos vraies valeurs. Et c'est ça, dans un sens, le sens de la vie. Changer, évoluer, s'épanouir. La vie est belle. Il faut arrêter de résister, de se tendre, et il faut laisser couler. Bon, je vais vous laisser comme ça avec une image pour finir de la chute qui coule. Il y a des roches, il y a des morceaux de glace comme ça qui bloquent un peu, mais l'eau trouve son chemin comme ça à travers la résistance.